Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 64e épisode numéro 73. Nous sommes le 28 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Jérôme Nicole. Bonjour Jérôme, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, je suis un fabricant de réseaux indépendants. Et nous sommes également en présence de Cécile Morange. Bonjour Cécile, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Cécile Morange, connue sur Twitter sous le nom d'Ataxia Network. Je fais du système, du réseau et du data center chez Aqua. Merci Cécile. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir François Lacombe. Bonjour François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Bonjour à tous. Moi, je suis consultant en gouvernance des données pour les acteurs publics en ce moment. Vous me connaissez surtout sur Twitter sous le nom d'InfoRéseau. Ingénieur télécom, je fais aussi un peu d'OpenStreetMap, cartographie collaborative, voilà, plein de choses qui tournent autour du sujet de ce soir, je pense. Et on t'achètera une connexion, je crois. Oui, dans le coin, on va en parler justement. Je pense que oui, c'est un vrai sujet. Vous allez voir qu'on a vraiment planté le décor. Les réseaux au sens large. Ah oui. Alors, quelle est l'actualité Clever sur les réseaux? Parlons-en. Je ne sais pas si vous avez vu, on mettra dans la description le thread Twitter en question, mais on est en train de monter notre nouvelle infra là, sur base d'Open Compute. Donc on a tout le thread qui décrit la façon dont c'est fait. On a fait des petites photos sympas, un peu de vidéos, et on montrera aussi prochainement beaucoup plus de choses sur le réseau. On fera des trucs assez sympas, notamment avec Jérôme ici présent. En parlant de ça, Jérôme, comment ça va? On va parler de choses importantes ce soir. Le réseau, c'est la guerre. C'est même un peu plus que ça. En fait, le problème, c'est que, tu sais, dans une guerre, normalement, tu vas avoir une dimension occupation, une dimension morale, une dimension économique. Sur les réseaux, tu as ça et tu as en plus les conséquences politiques qui vont être la desserte, la qualité, la disponibilité des infras. Comme on a pu le voir ces 2 dernières années, quand on n'a pas Internet, on peut pas télétravailler. En fait, ça pose des vrais problèmes d'organisation de la société. Et les directions qu'on a prises ces 15 dernières années en France nous emmènent, à mon avis, dans une impasse. C'est quelque chose que j'aimerais développer avec vous. Tu parles en termes de déploiement, de logique opérateur, d'organisation du déploiement ou de qualité de déploiement? Alors, on peut pas vraiment parler d'organisation vu qu'il n'y en a pas. On peut pas vraiment parler de qualité parce que en fait les chaînes de sous-traitance font que tout le monde est déresponsabilisé et donc n'a pas vocation à faire de la qualité. Mais surtout en fait on n'a pas fait le travail dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on aurait dû commencer par savoir ce qu'on avait à déployer avant de commencer à essayer de le déployer. C'est-à-dire que autant au logiciel on peut utiliser des méthodes agiles et puis s'adapter et comment dire évoluer au fur et à mesure des itérations. Autant une infra, en général, on essaie de la construire qu'une seule fois. Parce que quand on construit plusieurs infras... Je t'arrête un peu, mais que tu penses. C'est-à-dire qu'il y a logiciel et logiciel. Hein. Tu as le logiciel où effectivement tu shippes un truc un peu dégueu et tu as entre guillemets tout le temps que tu veux pour le rattraper. Et tu as le logiciel qui doit poser un truc sur la Lune ou sur Mars et là... il est parti, tu vois, c'est oui, pas d'itération. Mais ça se fait plus depuis les années 70, voyons. Donc, on a en fait le problème de un budget de l'ordre de 30 milliards d'euros à investir pour moderniser la boucle locale du pays. Au final, ce sera beaucoup plus. Et en même temps, voilà, un projet dont tu multiplies pas par pi la durée et le budget, c'est un projet réussi. Au-dessus, c'est un projet qu'aurait pu mieux se passer. Et si c'est pas réussi, est-ce que c'est forcément un échec? Non, c'est juste que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais surtout que ça peut s'accélérer parce que... Non.
Non, On non, a, ça on a peut- déjà évoqué ici, je crois, dans un massif précédent, l'état des poteaux en France. Ah oui, il y a Est-ce qu'on peut quasiment rappeler un peu la situation, mais, 1 an et 3 mois, ouais. Mm. ça risque d'accélérer quand même soit la transition, soit la dégradation du réseau historique. Alors, sur l'aspect conservation du réseau historique, je pense que François sera beaucoup plus pertinent que moi. Ce que je vois surtout, c'est le problème qu'on a en fait dans une période de contraintes énergétiques essentiellement, économiques d'autre part. Si on n'a pas une infrastructure robuste sur laquelle continuer à faire tourner notre économie de service, on va vraiment avoir un sérieux problème. Et le problème, en fait, c'est que depuis 15 ans, on n'est pas dans l'objectif de construire une infrastructure robuste. On est finalement à essayer de faire du chiffre et pas de façon pertinente, à mon avis. Mais alors, comme tu viens de le dire, on est une économie de service. Ça entend effectivement de la qualité de lien, mais du coup, ça entend qu'on devrait avoir un mode de pensée à construire des architectures ou des infrastructures à un certain niveau de service. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir implémenté le dogme de la concurrence par les infrastructures qui multiplie les investissements, réduit la mutualisation et réduit l'efficacité économique tout en augmentant l'empreinte énergétique des réseaux qu'on est en train de construire? J'ai jamais compris. Euh, Si. Enfin, après, c'est. En fait, Pourquoi on est en train de le faire sur le train? C'est mettre de la concurrence partout, même là où il n'y en a pas besoin. En fait. Le cadre réglementaire qu'on a aujourd'hui dans les télécoms a été construit par un oligopole de 4 acteurs de façon à ce qu'il ne puisse pas y en avoir un nouveau 5e qui rentre. Donc grosso modo, pas de nouvel opérateur coucou. Donc tout ce qu'on avait bien fait sur le dégroupage, qui a permis l'émergence de Free et donc tirer les prix vers le bas et les services vers le haut, le triple play, le retrait des limites de bande passante quand les lignes en étaient capables, tout ça, on est en train de le perdre à cause de la concurrence par les infrastructures. Attention, on parle ici de la boucle locale optique mutualisée, c'est-à-dire le FTTH. Sur le FTTO, c'est différent. Mais tu dis ça pourquoi? Parce qu'elle draine, entre guillemets, vers le bas elle limite l'accès au point de mutualisation pour un nouvel entrant, c'est ça? La fragmentation des points de mutualisation fait que le coût d'acquisition d'une surface géographique donnée est multiple du nombre de points de mutualisation. Si tu veux entrer, tu dois déployer tes NRO comme jamais, et du coup, tu as un capex d'investissement initial qui est gigantesque. Exactement. Le ticket d'entrée, en fait, pour jouer, il est à, d'après mes calculs de coin de nappe, à 13% de part de marché. Donc, forcément, il n'y a que les 4 plus gros qui pouvaient commencer à jouer. Sauf à devenir une sorte de... C'est un peu comme un MVNO sur le mobile. Une sorte d'opérateur un peu virtuel, et tu fais de la collecte très haut chez... Oui, chez mais alors là, si jamais c'est faisable. Ça va nous rappeler une petite anecdote, c'est que Orange a toujours été contraint à fournir des offres de collecte par le régulateur sur son réseau cuivre. Sur le réseau fibre, puisqu'il n'est pas tout seul dessus, il n'y a pas été contraint. Ou plus exactement, pour créer l'espace économique à un concurrent éventuel, une espèce de troisième larron qui animerait le marché, le précédent président de la régulation a interdit à Orange, pas officiellement, hein, mais assez explicitement, de fournir une offre de collecte qui ne soit pas favorable à ce troisième acteur. Donc à l'époque, c'était le projet COSC, autrement dit Clabat Octave sous couverture. Oui, c'était secret ça. C'était en interne. Alors. Voilà. Donc ce projet-là ayant échoué parce que le modèle économique pouvait pas voler, étant donné les faibles marges qu'il y a, enfin les faibles valeurs ajoutées qu'il y a sur de la collecte d'un nouveau réseau pas encore amorti, on s'est retrouvé avec pas de collecte FTTH, et aujourd'hui tout ce qu'on a, en fait, on est dans un ciseau tarifaire
où pour acheter une ligne à un opérateur de gros, on paye 35 € hors taxe par mois, ce qui fait qu'il est impossible de produire quoi que ce soit à moins de 70 € TTC par mois. Oui, sur la DSL de mémoire, on était à 8 € l'accès boucle locale, non? Non, on était un peu plus que ça. Mais en dégroupage pur, tu pouvais descendre, ouais. En collecte, t'as rarement été à moins de 15 € la ligne. Collecte, c'était 15 €, je crois. Ouais. Donc voilà, le marché est resté structuré par l'oligopole face à un régulateur faible qui était trop occupé à pivoter autour du nombril de son président. Du coup, maintenant, il va falloir commencer à rattraper la casse. Et le problème, c'est qu'on a déjà investi beaucoup de pognon sur des infras qui ont été mal construites, faute de documentation, de travail d'ingénierie initiale, de données disponibles et d'intervenants qualifiés. Et alors là, je souhaiterais laisser la parole à François et Cécile, parce que c'est eux qui connaissent mieux ces problèmes de données et de formation. Moi, juste avant que François, tu t'interviennes, la question que je pose, moi, c'est aussi, est-ce que c'est trop tard? Pas forcément, mais François. Non, c'est jamais trop tard, c'est juste que ça va coûter plus cher du coup. Si on veut bien faire. Et on peut compléter en disant que l'accès à l'énergie ne sera pas non plus forcément le même que celui qui était à la base des hypothèses qui ont été formulées entre 2005 et 2010. C'est-à-dire que construire des réseaux, ça coûte aussi des ressources, certes, et de l'énergie. Et on pourrait commencer à regarder ce que ça va coûter au niveau énergétique, de reprendre en fait des choses qu'on aurait pu faire correctement dès le départ. C'est un peu ce à quoi je m'intéresse énormément en ce moment, puisque le numérique est aussi sans cesse attaqué sur de faux prétextes d'impact environnemental, mais on ne va pas regarder là où peut se situer en fait l'un des impacts qui reste néanmoins assez faible par rapport à d'autres domaines d'activité évidemment, mais là où il y aurait matière à regarder et aller chercher de l'efficacité, on ne le fait pas. Donc c'est quand même un des éléments qu'il va falloir étudier, je pense. Si on en venait à devoir reconstruire ce réseau, il va falloir trouver des solutions à la hauteur des problèmes que ça pose, évidemment. Donc il va falloir faire énormément de choses, activités de terrain, etc., pour reprendre ce qui a été mal fait. Et il n'est pas dit qu'on ait accès à toute l'énergie nécessaire en fait, pour faire ces opérations. On disait que les réseaux, c'était la guerre. Ça pourrait être aussi la guerre de l'énergie. Alors, juste Quand pour tu rappeler, parles... Ouais, vas-y. grosso modo, le coût d'un déploiement de réseau, en général, se calcule au linéaire de câbles déployés. Que ce soit du câble d'artère ou du câble de distribution, ça revient grosso modo à la même chose. Et dans ce coût-là, il y a 25% de fourniture, dont un petit peu de pétrole, pour les gaines des câbles notamment. Il y a 75% de main-d'œuvre et coût de pose, donc incluant le combustible pour faire les tranchées, déplacer les mecs et tirer les câbles. C'est surtout ça d'ailleurs qui va poser problème parce que en termes de produits. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est que c'est un investissement qui est sur du consommable. Tout à fait. Et du coup, si on mutualise tout, c'est forcément moins cher. Pourquoi on n'a jamais fait ça finalement? C'est pas complètement. Enfin, il y a des manières de faire de la mutualisation. La recherche de mutualisation à tout craint peut aussi causer d'autres problèmes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne mutualise pas assez. Donc, il y a largement de terrain à aller conquérir sur ce point de vue-là pour ramener un peu de rationalité dans ce qu'on fait, hein, c'est évident. On pourrait peut-être préciser d'ailleurs à quel niveau on peut mutualiser, parce qu'on a parlé de la collecte, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein, sur François, est-ce que tu pourrais nous parler des rues qui sont ouvertes 5 fois lors de la construction d'un lotissement? Par exemple. Alors, attention, parce que là, la construction d'un lotissement, c'est très particulier. Il faut prendre un cas beaucoup plus commun, la gestion du domaine public routier existant, hein, dans lequel on va rénover nos réseaux. Tout à l'heure, tu disais que le plan France très, très haut débit, c'était 30 milliards d'euros. Il y a aussi d'autres plans qu'on peut évoquer de cette manière-là. Le renouvellement des réseaux électriques, l'enfouissement suite aux différentes tempêtes, le plan de renouvellement des réseaux d'eau, des assises de l'eau, etc. C'est à chaque fois plusieurs milliards qu'on met sur la table pour renouveler ces réseaux-là. Et donc, les programmes de travaux n'étant pas les mêmes, on va être amené à ouvrir régulièrement la voirie pour aller enterrer ce qu'on doit y mettre
et ceci de manière complètement indépendante et non mutualisée. Et ça, ça c'est vraiment facteur de consommation d'énergie parce qu'il faut ouvrir le terrain à chaque fois, il faut refaire, donc c'est du matériau, c'est des engins à déplacer, des hommes aussi, énormément d'études, alors qu'on aurait matière, le premier niveau de mutualisation c'est le physique, aller mutualiser les travaux. On ne dit pas qu'il faut forcément faire moins de travaux, mais en tout cas si on les mutualise de base, on pourra peut-être en faire construire plus d'infrastructures mutualisées et plus résilientes aussi. C'est aussi un facteur de résilience que d'avoir des choses qui sont un peu massifiées, qui sont faites en connaissance de cause et en concertation. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. On a une activité sur le terrain qui est complètement décousue. Pour avoir à plusieurs reprises essayé de faire converger tout ça, notamment des programmes d'investissement sur des réseaux électriques et télécoms à grande échelle, à des échelles départementales ou régionales. Étonnamment, ça ne marche jamais. Les acteurs ne parviennent pas pour différentes raisons. On pourra évoquer ça après, mais pour différentes raisons, les acteurs en présence n'arrivent pas à mutualiser ces travaux. Grande différence de programme d'investissement, difficulté aussi dans la donnée, dans la circulation de l'information pour aller chercher les bonnes opportunités. Donc ça c'est alors que la loi est construite d'une manière tout à fait rationnelle dans ce point de vue. La résorption de la fracture numérique a poussé à introduire différents articles dans le code des postes et communications électroniques, des symboles maintenant, le L49 et le L50 qui parlent de mettre en commun l'information pour dégager des opportunités pour les opérateurs télécoms. C'est une foire incroyable dans laquelle même, vous voyez, ça date de 2009, on est en 2022, on n'est toujours pas arrivé à faire quelque chose de fonctionnel là-dessus. Même les gens qui veulent, en fait, n'y parviennent pas par manque d'information. Donc, le premier niveau de mutualisation, c'est celui-là. Du coup, le manque d'information, entre guillemets, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont des SI complètement silotés. Oui. Il n'y a pas de velléité à faire travailler les gens ensemble. J'ai envie de te dire que ils vont pas aller se voir mutuellement en se disant tiens moi il faut que j'ouvre toute la communauté urbaine, est-ce que tu as des trucs de ton côté, parce qu'en fait ils se parlent pas, ils sont dans leur logique et on peut pas leur en vouloir. Donc ça veut dire que l'enjeu est politique et politique même pas local, c'est que c'est un enjeu de construction réseau pour lequel on a besoin d'avoir effectivement quelqu'un d'un peu visionnaire qui apporte ça et qui impulse en fait cette volonté de mutualiser. Et effectivement, comme tu dis, moi j'ai constaté, alors c'était à Brest pour le coup, mais toute la communauté urbaine de Brest a été ouverte pour mettre du gaz. Puis je me dis, tiens, mais attends, vous voulez pas mettre 2-3 fourreaux quoi? Enfin, nous on parle pas de ça, nous on fait du gaz. Quoi. Ah, ok. Et puis comme en fait les interlocuteurs, après t'as de la prestation, tu vois, mais t'as toute une échelle de trucs. Pour aller trouver un responsable là-dedans, c'est déjà compliqué. Ce qui fait que à la fin, tu te dis, mais ouais, t'es dans un truc qui est difficilement pilotable. Alors il y a un projet, très bien, mais alors imagine coupler ce projet-là avec l'autre. S'il y a un qui a démarré, c'est déjà trop tard. En fait, tout ça se pilote en même temps. Et quelque part, tu parlais de résilience, mais je trouve que dans la résilience comme l'économie d'échelle, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si tu mutualises et que tu arrives à converger sur, en gros, un fichier de documentation de tes réseaux, quels qu'ils soient, eau, gaz, télécom, etc., ça veut dire que tu mutualises quand tu creuses et tu peux mettre à jour et tu peux mettre les fourreaux des uns des autres et ça, quelque part, à un moment donné, je pense qu'effectivement l'énergie va devenir tellement un problème qu'il n'y aura plus trop le choix de le faire. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Alors, pour autant, l'aspect résilience de ça, c'est que ça t'évite aussi des alertes pelleteuses et des coups de godet dans des trucs où le gars il avait le réseau d'eau mais il n'avait pas le réseau télécom quoi. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, on est dans cette situation où, en fonction de ton niveau de lecture, t'as pas les infos qu'il faut pour éviter d'autres problèmes. Ça se gère, tu vois, quand c'est entre guillemets pas malveillant comme on a pu le voir récemment. Peut-être qu'on y reviendra après, mais ça se gère, mais c'est toujours pénible, c'est toujours du gâchis. Enfin, il y a un moment, tu pètes des bouts, tu pètes des fibres. Le gâchis, moi, c'est un truc, ça m'énerve. Et donc, on gâche quelque part des infras, de la matière, des choses. Bon, ça se répare, mais Jérôme, tu voulais réagir. En fait, tu mets le point sur un triple problème. Le premier point, c'est que les acteurs des travaux publics
ont plutôt intérêt à vendre 5 fois la même chose. Donc les bureaux d'études qui travaillent avec, finalement, ont plutôt tendance à pas chercher à faire ce travail de mutualisation et d'optimisation. En tout cas, tant qu'ils n'y sont pas contraints. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la connaissance des infras. Il y a vraiment 2 doctrines là-dessus. C'est-à-dire que mieux on connaît les infras, plus vite on est capable de les réparer et mieux on est capable de les protéger. Mais l'autre point, c'est que plus il y a de gens qui connaissent les infras, et plus il y a de capacités de sabotage. Et on l'a vu le 27 avril, les sabotages, ça peut faire mal. Alors attends, pour l'audience qu'on a, rappelons le 27 avril, c'est qu'en gros, il y a une opération chirurgicale à différents points de Paris qui vise à couper des fibres franches, hein. C'est pas une pelleteuse qui passe, c'est quelqu'un qui, de manière malveillante, vient cisailler des fibres. Et ça a été fait à quoi, 3-4 endroits simultanément ? 5. Et visant pas forcément un opérateur, parce qu'en gros, ces fibres-là, il y en avait plusieurs dans le lot et ça concerne plusieurs. Certains ont été résilients, d'autres moins. Mais je rejoins ton point sur effectivement le changement que ça a, et quand tu es transparent sur tes réseaux. On peut peut-être faire le point sur ce qui est nécessaire en fait au niveau de la transparence, parce que ça c'est d'ailleurs à l'éclairage de ces différents événements, on affine aussi les différents besoins et on place la limite. Et ça, enfin, moi je peux vraiment. Je suis d'accord. Dire qu'il y a une fibre, ça veut pas dire qui l'utilise. Non, c'est clair, mais d'un autre côté, pour les avantages dont on parle, on n'a pas forcément besoin de connaître le cheminement des fibres déjà. Le génie civil suffit à produire des effets positifs et à nous apporter les gains fonctionnels dont on parle. Connaître les câbles et les fibres et par extension les clients, c'est absolument pas nécessaire et ni utile en l'occurrence. Mais il y a un gros changement par rapport à il y a quelques années où, en gros, avant, tu avais France Télécom qui tenait le réseau. Quand c'était France Télécom, il y avait aussi un pendant, c'est que les gens qui bossaient sur le réseau étaient tous des fonctionnaires. C'était des gens qui travaillaient pour le bien commun, pour l'État, etc. Aujourd'hui, ça, c'est très dispersé. Tu as beaucoup de sous-traitance, tu as de la sous-traitance, de sous-traitance, de sous-traitance. Le gars, à la fin... ça n'a pas empêché les sabotages, hein. Je voudrais replacer quand même une petite chose dans son contexte. Et c'est pas, ça concerne pas l'ensemble majorité des agents des PTT évidemment, mais il faut se rappeler que pendant les JO de 92, un des premiers déploiements, d'ailleurs, la première utilisation de la fibre pour de la transmission à cette échelle-là, il y a bien eu une coupure en fait lors de la cérémonie d'ouverture ou de clôture, je ne sais plus exactement quel événement, mais il y a eu un événement de ce style-là entre Albertville et Lyon, et c'était pour marquer le coup sur des revendications diverses et variées. J'en ai oublié la nature exacte d'ailleurs, mais ça existait même à l'époque où le marché n'était pas ouvert, où on n'avait pas tout ça quand même, hein. Puis je vous parle de cet événement, il y a dû en avoir d'autres aussi, hein. Non, mais on peut faire plus simple. T'as Villemur-sur-Tarn en 2012, où les mecs ont foutu le feu à 2 NRA pour désactiver la sécurité de la banque pour pouvoir la cambrioler. Oui, et ça, bon, à la limite, ils ont fait ça pourquoi ? Parce qu'ils ont vu les bâtiments, ils les ont brûlés en se disant ça va bien couper la banque. Est-ce qu'ils ont été informés ? Ça, en fait, on ignore beaucoup de choses sur les circonstances, voilà, dans lesquelles ça a été fait, sachant que des ruptures couper les lignes de télécommunication pour braquer une banque, c'est quelque chose de finalement assez éculé et qu'on voit à moult reprises à différentes échelles, hein. Brûler des sous-répartiteurs, brûler des NRA. Bon, là, ils avaient mis le paquet. Et on ne sait pas exactement ni comment, ni qu'est-ce qui les a mis sur cette piste, en fait, qui semble avoir été fructueuse par ailleurs pour cet événement. Mais bon, il y a plein de choses aussi qu'on ignore dans les conditions, voilà, dans lesquelles ça arrive, je trouve. Bon, et il y a un autre épisode, pour le coup, c'est il y a 2 ans à Grenoble, où les mecs... bon, là, pour le coup, on sait, c'est
du militant Khmer vert qui a foutu le feu à des pylônes soi-disant 5G, alors qu'en fait, c'est pas encore déployé. Pour le coup, en foutant le feu à 3 pylônes, ils ont détruit 2 sites critiques pour un des opérateurs, manque de bol, celui chez lesquels les pompiers du SDIS 38 avaient leur contrat. C'est-à-dire que ça a foutu une pagaille monstre dans l'organisation des services d'intervention d'urgence et de secours. C'est-à-dire que c'est pas juste criminel au sens dégradation de biens matériels, c'est criminel en termes de mise en danger de la vie d'autrui. Tout à fait. Mais les infos ne sont pas publiques. Alors, si on rendait les infos publiques, est-ce que on les exposerait plus qu'elles ne le sont déjà? Bah, j'ai pas l'impression. Et mon sentiment, c'est que la sécurité par l'obscurantisme, Vauban a déjà démontré que c'était une connerie. Sécurité périmétrique ou par l'obscurantisme, hein, c'est la même chose. Et donc finalement, on gagnerait en résilience sur les infrastructures à partir du moment où on avait plus de transparence, notamment parce que d'un point de vue utilisateur, quand on est entreprise avec une activité critique connectée, ou quand on est télétravailleur avec du coup un petit peu de criticité à être connecté, on aimerait bien savoir comment être capable de secourir sa connexion. C'est-à-dire que c'est pas une ADSL ou une FTTH qui peut tomber régulièrement, être écrasée pour connecter un voisin, etc., ou une 4G qui sature. Le jour où il y a des touristes sur la côte, par exemple, essayer de faire un VPN sur un 4G en Corse, sur la côte, au mois d'août, c'est juste pas possible d'avoir une connexion stable. Les réseaux sont pas dimensionnés pour le pic d'utilisation aujourd'hui. Ils le sont à l'économie. Donc, c'est pas 2 connexions de merde avec une bascule automatique, plus ou moins automagique, qui va faire une connexion qui marche. Et donc, on a besoin de bien connaître les infrastructures en tant qu'utilisateur pour pouvoir les choisir, pour avoir ce qui permet de répondre à notre besoin en disponibilité et en qualité de service. Donc, plus de transparence, ça permet aussi plus d'apport de compétences sur le marché, parce que là, à partir du moment où on a les infos, on se pose des questions. C'est quoi un linéaire de fibre? C'est quoi une atténuation? C'est quoi un tracé? À quelle profondeur il passe quand il se croise, etc. Comment est-ce qu'on arrive à établir les bons niveaux de redondance? Ça, Steven, on a eu l'occasion de travailler dessus ensemble, mais Cécile et François sont tous les deux familiers du sujet. Pour toi, Cécile, je te demanderais quel est le plus frustrant, en fait, dans cette opacité des réseaux? Je pense que le fait que tout soit opaque, tout caché, tout transparent, en fait, je pense que ça apporte la méconnaissance. Et en fait, je pense que c'est très important qu'on soit utilisateur lambda, une famille ou un professionnel ou n'importe qui. Je pense que c'est important d'avoir quand même un minimum d'éducation sur comment fonctionne un réseau, comment fonctionne la fibre, savoir que l'armoire qui est au bout de la rue, c'est là où arrive ta fibre. Je pense que c'est important d'éduquer les gens, tout le monde, que professionnels du télécom ou lambda. Et comme ça, je pense que si les gens sont éduqués, ils comprendront mieux et peut-être verront plus les problèmes, tout ce qu'on a évoqué sur les sous-traitants, que le réseau est parfois mal construit. Et je pense que si toute la France savait que la fibre n'était pas si bien faite, je pense que ça râlerait plus et ça changerait beaucoup de choses. Puis une notion de bien commun, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est... Là, on parlait des pompiers, mais aussi bien, tu es en train de buter la ligne de, je sais pas, de petite mamie qui est quand même en monitoring de trucs parce que c'est un peu chaud pour elle. C'est ça. Elle peut y passer, quoi. Et surtout que le réseau est devenu un bien commun. On met un peu de pathos, là. Hein, parce que Alors, en gestion de la santé par les agences régionales de santé, on parle en termes de perte de chance du patient. Oui, la perte de chance, oui, tout à fait. Voilà, donc quand il y a un problème qui n'a pu être géré par un défaut de connectivité, et attention, c'est pas seulement les patients monitorés à leur domicile qui ont des problèmes, hein, c'est les hôpitaux parfois. Notamment se raccorder chez SFR. Pardon, je devrais pas faire du name dropping, mais bon. Pas forcément nécessaire, mais je me souviens effectivement moi aussi de problèmes sur des hôpitaux ou des installations qui normalement ne sauraient souffrir de ces revendications diverses et variées, quoi. C'est des endroits normalement où la sérénité doit être de mise et
On doit pas inviter ce type de choses dans ces activités-là, quoi. Mais bon, évidemment, quand ça arrive, on fait pas, y a pas trop de choix, quoi. On coupe tout et il y a du dommage à tous les niveaux. Donc en solution, on a éventuellement effectivement l'ouverture et la publication d'un certain niveau d'information qui permet aussi du coup à des gens de prendre relais là-dessus pour éduquer éventuellement la société. Je pense que c'est pas miraculeux non plus. Quelqu'un qui est capable d'aller brûler un pylône parce que tu comprends, la 5G, ça va activer son vaccin. Oui, mais si tu lui expliques comment fonctionne la 5G vraiment réellement. Oui, Je mais pense que- c'est déjà fait ça aujourd'hui. T'as déjà des gens qui expliquent que la 5G c'est juste des ondes et que les ondes, il y en a même à l'état naturel et que c'est pas forcément grave. Et... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est expliqué. Après j'ai un biais, je vis un peu dans le domaine, tu vois, mais je pense, prends quelqu'un dans la rue, demande-lui, à ton avis, ça marche comment la 3G, 4G, 5G je sais pas. Alors Pas sûr déjà, que ça marche bien. si tu leur demandes la différence entre les trois, ils sauront pas te dire. Ça, c'est une certitude. Ce qui est normal. Alors que pourtant, c'est extrêmement subtil et extrêmement intéressant puisque la 5G permet de réduire le pire pour avoir le même niveau de service, mais de façon colossale. Donc Alors, le pire, c'est la puissance isotrope rayonnée. Ça veut dire, en gros, c'est la puissance d'émission par l'antenne. Donc, ça Oui. veut dire que la 5G optimise les choses et du coup, consomme moins. énormément. Et quand bien même il y aurait un impact biologique qu'on n'a pas su trouver. C'est-à-dire tout ce que la science sait dire aujourd'hui, c'est pas il n'y a pas d'effet. C'est on n'a pas trouvé d'effet. On a cherché, beaucoup. On n'a pas trouvé d'effet. Bon, bah pour le coup, on peut réduire la puissance par principe de précaution. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire parce que en fait, on ne sait pas quantifier tellement l'impact est faible. Non, après, tu sais que si tu montes beaucoup la puissance, tu auras d'autres problèmes. Sur les fréquences proches de giga 4, bon, tu vas avoir un petit effet micro-ondes. Bah oui. Mais on est sans commune mesure Oui. avec les niveaux de puissance, tu vois, d'un micro-ondes. Enfin, Et et donc le Wi-Fi, la pire en Wi-Fi, c'est fréquence du de 100 micro. milliwatts, tu vois, de mémoire. La pire, hein. Oui. C'est-à-dire que tout gain obtenu par d'abord une antenne de 3 mètres, etc., la pire, la puissance rayonnée légale, c'est 100 milliwatts. Ouais. Un micro-ondes, c'est 1 kW. Ouais, c'est ça. C'est anecdotique. Bah oui. Et alors, dans tous ces trucs-là, parce que ça, c'est marrant aussi, c'est les réseaux qui font peur, mais est-ce qu'on parle des antennes télé les antennes qui diffusent, tu sais, la TNT, les trucs, parce que là, par contre, il faut que les gens captent bien la télé quand même chez eux. La FM. Et là, C'est encore. et là, les watts. Ah oui, mais ce que je crois surtout, c'est que c'est un problème d'éducation en fait sur ce que sont les ondes, ce qu'elles impactent et ce qu'elles coûtent aussi d'ailleurs en énergie. Mais ça, je sais pas, Taxia, est-ce que tu as déjà eu un cours là-dessus? Bon, j'ai eu le cours de physique en première, qu'est-ce que c'était une onde avec l'échelle, mais quand tu fais du réseau, moi on m'a jamais appris comment fonctionne une antenne, comment on fait de la fréquence, et tu vois, je pense que c'est ce qui manque, hein. De toute façon, toutes les formations que j'ai faites, donc BTS et maintenant Bac plus 4, t'apprends jamais ce que c'est une fibre, t'apprends pas ce que c'est une antenne KG, comment fonctionne ton antenne KG, enfin voilà, donc c'est ça le problème aussi, c'est que même en faisant une formation informatique, formation réseau, j'ai jamais touché à une fibre en cours. Je n'ai jamais appris à l'école qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'une fibre comme ça. Et c'est ça le problème, je pense aussi. C'est même déjà qu'on n'arrive pas à éduquer les gens qui font de l'informatique, qui veulent faire une formation informatique. Comment tu veux alors éduquer le reste du monde? Il y a ça aussi, le problème. Donc grosso modo, toi, tes sources d'information, parce que tu es un petit peu compétente dans ces domaines, c'est la communauté et la documentation en ligne. C'est ça exactement, c'est parler à des gens qui font ce métier-là, et c'est comme ça que j'ai appris. L'école ne m'a jamais rien appris, clairement, surtout sur ces sujets-là. Ou l'expérimentation. Aussi. Tu peux aussi tester des choses et... Ouais, mais C'est ça, le on meilleur voit moyen aussi. d'apprendre. Moi, construire des antennes, je m'en suis tapé plein, tu vois, des yalis, des trucs, des omnis, et à la fin, là, tu comprends en fait physiquement comment ça se passe une antenne. C'est ça. Mais sans quoi, effectivement, tu as la part de magie, tu vois. On parle toujours conflit générationnel de oui, alors, les générations qui naissent avec les. Oui, mais ils savent pas mieux comment ça marche en fait. Et Même pire, hein.
Alors, Pire, non, pire, je crois pas, mais. Tous les jeunes de 14-16 ans que je vois qui savent pas écrire un email, je te jure que c'est aberrant, quoi. Tu te dis, ok, bah, ils sont là avec un téléphone dans la main, mais derrière, ils savent pas taper sur un clavier, ils savent pas envoyer un mail. Alors bon, tu vois, c'est parfois un peu compliqué, quoi. Mais Ça oui, balance. ça rejoint non, mais vraiment, c'est vraiment des trucs que j'ai vus, donc. Et ça rejoint ce que tu dis sur l'éducation, et et sur les générations, que tout le monde dit, ouais, les jeunes et tout, ils s'y connaissent bien en informatique. Bah, non, en fait, non, pas vraiment. grosso modo, tu es en train de me dire que la RFC 1855 est toujours pas au programme, même au collège. Non, mais peut-être pas à ce point-là, il faut pas. Bah si, la 1855, c'est l'informative de la netiquette. Donc ça fait partie de comment tu écris un mail. Là, je savais pas, tiens, qu'il y a une RFC pour ça. Ah oui, il y a une RFC pour ça. Mais oui, Il y a des RFC pour beaucoup de choses. Ouais, je sais. Non, c'est sûr. Et puis avant de parler de la RFC, on pourrait reparler de la même chose sur le déploiement de la fibre, mais on pourrait déjà commencer par des concepts. Alors les RFC adressent des concepts de base, hein, je dis pas l'inverse, mais commencer vraiment par la base de la base, certains ne les ont pas du tout, quoi. Le bon sens aussi se perd vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure sur la mutualisation. Moi, je l'aborde sous l'angle du bon sens. Il n'y a pas de complexité, c'est pas difficile, c'est juste observer des choses et se dire que c'est bizarre, mais ça marche pas comme ça devrait, peut-être à un moment où ça semble pas très efficace. Donc oui, ça peut être aussi reprendre la base, hein, ça peut être très utile à plusieurs niveaux. Mais alors, tu vois, ça c'est intéressant parce que les gens qui doivent faire écho, ou tu vois, les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, et les gens qui sont quelque part en mesure d'actionner des choses, ça va souvent être dans le milieu soit politique, soit au management de différentes structures. Est-ce que tu estimes que ces gens-là sont aussi éduqués à ces questions-là et ont la même logique que celle que tu partages ? Alors, il y a indéniablement un problème de formation dans plusieurs domaines. On s'en rend compte peut-être davantage là sur le débat sur le climat. Je trouve on l'évoque. Enfin là, vous voyez, lors des législatives, les parlementaires ont été formés. On a évoqué l'opportunité de les former sur ces questions. On pourrait le faire. Ils ont dit vite fait coacher. Oui, non, ouais, après on peut discuter de la mise en œuvre, c'est peut-être pas au niveau, j'en sais rien, j'y étais pas d'ailleurs, mais on évoque voilà cet aspect de plus en plus. Je me souviens même au moment du débat sur certaines lois, on parlait encore du législatif, la question de la formation des parlementaires au numérique et à toutes ces questions était aussi évoquée. Il est clair que pour les décideurs, au sens large, oui, l'aspect formation est capital parce qu'on traite aujourd'hui de sujets qui sont de plus en plus complexes. Et la réponse à cette complexité, c'est aussi plus de formation pour pouvoir avoir les outils pour la traiter correctement. C'est pas une fatalité et c'est pas insurmontable non plus, mais à condition d'avoir les bons outils. Et ça on peut dire aujourd'hui que ça n'est manifestement pas au niveau, puisque sur les impacts réels de ce que va occasionner les problèmes de connaissance des infrastructures, ces impacts-là ne sont ni compris, ni même... on n'a pas de prise de conscience là-dessus. Donc ceux qui ont pris des décisions vont pas être capables forcément de se rendre compte de ce que ça va réellement engendrer. Et ça, c'est peut-être le plus dommage. Mais qui pilote ? Parce que on disait qu'aujourd'hui, on a un oligopole de 4 opérateurs qui s'autoprotègent de ça et qui n'ont aucun intérêt à mutualiser ou faire les choses de manière plus intelligente. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, le monde politique repose sur le monde industriel par soit manque de vision, soit manque de compétences de traiter ces sujets d'expertise, et ils ont tendance à dire mettez-vous autour de la table et mettez-vous d'accord. La tendance suivra. Le problème, c'est que là, pour le coup, ils se sont très bien mis d'accord, tu vois, et du coup, c'est complexe. Ou problème de corruption, alors ça c'est encore pire. J'ose espérer que on n'en soit pas. Je dis pas qu'il y en a pas, c'est pas ça que je dis. J'essaie de mieux tourner la phrase. J'ose espérer que ça n'est pas au point évident de mise. Bref, j'abandonne ce que je dis, ça n'a. Non, mais Steven. Tu fais bien de marcher sur des œufs là-dessus, parce que en France aujourd'hui ça n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que on a constaté aux États-Unis notamment le phénomène de revolving doors,
de gens qui passent de la régulation au privé, puis reviennent à la régulation, puis retournent au privé, puis reviennent, enfin bref, des allers-retours sans cesse, et donc qui pour le coup ont des conflits d'intérêts personnels. En France, globalement, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que on a aujourd'hui à la présidence de l'ARCEP quelqu'un d'exemplaire, je veux dire, une ex-professionnelle du secteur qui a été députée pendant combien 12 ans, un truc comme ça. Lors de la Rodière. Oui, lors de la Rodière. Donc elle est à la fois compétente et investie dans l'intérêt général de par son exercice de mandat de député, et elle s'est retrouvée propulsée à la tête de l'ARCEP. Après, la question c'est est-ce que le reste de la structure suit, et pour le coup, est-ce que la structure a la taille et la puissance nécessaires pour être capable de faire corriger les problèmes latents et structurels de la régulation qui n'ont pas été adressés depuis 97. Je lui souhaite tous les jours bien du courage, mais je sais à quel point elle en chie. Donc, soit elle en chie, soit par contre, sur initiative, politiquement, on peut aussi lui dire non mais. Par contre, on a un sinistre d'État, secrétariat d'État au numérique sortant, qui a pas hésité à porter un maillot Google sur un match de foot symbolique, tu vois. Donc le mec, on sait déjà que il va prendre une revolving door. Ah bah c'était oui, c'est annoncé, mais ça bon. Voilà. Donc il y a des traîtres à la nation dans l'affaire. Ouais, mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui ça fait sourire, voire ça choque. Mais en réalité, tu vois, c'est à quel point on parlait du maillot, justement, à quel point ces gens-là mouillent le maillot dans le bon sens en allant traiter les vrais problèmes. Parce que c'est facile, en fait, de dire, regardez, on fait de la French Tech et voilà, il faut des licornes, il faut des startups. Oui, d'accord. Mais en fait, pour ça, il faut aussi créer un contexte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aussi, on parlait de l'oligopole sur les télécoms, mais t'as pas les GAFAM, mais les gammes Google, Meta, machin, voilà. Non, justement, enfin, Meta, ils font pas d'activité cloud vraiment, mais t'as Google, Amazon et Microsoft qui, eux, c'est pareil, captent aussi, tu vois, des enjeux du cloud en allant draguer les ministères, etc. Et en fait, l'enjeu de ces trucs-là, c'est aussi pour, je trouve, l'État français de dire je vis et j'anime mon rôle en tant que gouvernement et aussi d'animer un écosystème chez moi. Et ok, mais allez jusqu'au bout, les mecs. Tu vois, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu un appel aujourd'hui de la Croix-Rouge française parce que je leur ai envoyé un truc en résiliation et ils m'ont dit est-ce que vous voulez réduire ? Je dis non. Là, je viens de voir que vous êtes dans l'annonce du cloud Google machin. Votre responsabilité en tant qu'acteur solidaire au niveau français, si vous nourrissez le modèle américain, etc., en fait, vous créez indirectement du chômage. Donc, soyez très clair dans votre objectif et cohérent. C'est pas une question de qualité. Enfin, t'es la Croix-Rouge, t'as besoin d'un site web statique, c'est bon. Ok. Donc, arrivez là, vous trouverez les acteurs, que ce soit évidemment Clever Cloud, mais il peut y en avoir d'autres. Ce qu'elle voit au VH, voilà, ça se trouve, tu vois. Si tu cherches, tu trouves. Et t'as droit de bien faire les choses. Tu vois, et en fait, donc je leur ai expliqué ça. Bon, le nana m'a gentiment dit ok, monsieur, je comprends. Bon, j'ai dit remontez quand même l'info. Parce que mais tu vois, si quelque part, je dis pas que le cloud français est au niveau du cloud américain. Je suis pas dans, tu vois, ce dogme-là, cette idée-là, et encore qu'on fait des trucs bien. Mais au niveau de quoi ? Au niveau de quoi ? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. On a un nombre d'acteurs de l'hébergement infogéré en France qui est colossal. On a plus de 400 boîtes qui en font. Il y en a à peu près 600 en Allemagne. Peut-être 120 en Espagne. On a à proximité immédiate un nombre d'acteurs qui ont des briques d'infrastructure
qui correspondrait à la plupart des besoins et qui, à la limite, serait beaucoup plus flexible et économiquement beaucoup plus intéressant que ce que les Américains sont en train de proposer. Mais je reviens à finalement ce qui m'a horrifié aujourd'hui, c'est aujourd'hui Radio France est en grève. Donc j'ai pas pu écouter mon brief sur France Info. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais écouter d'autre pour avoir mes infos pendant le cake du matin. Du coup, je suis tombé sur BFM. Bon, alors BFM est une référence sur pas grand-chose, mais voilà, sur BFM pour le coup, j'ai eu droit à un spot de pub Google Cloud, le cloud à la française. Il manque le béret, la baguette et le camembert. Alors, je sais pas, j'avais pas l'image. Mais alors, j'en ai rien à branler. Par contre, je vois que ces enfumeurs sont vraiment en train de capter l'intégralité des données stratégiques de toutes les entreprises françaises, que ce soit Office 365 ou Google Cloud, et que aujourd'hui, il est quasiment impossible de se passer d'eux parce que pour faire du mail qui passe bien avec leurs clients, donc la majorité des boîtes aujourd'hui déjà, en fait, ça demande un niveau d'exigence, de complaisance et de perméabilité qui est incompatible avec la moindre notion de sécurité des données industrielles. Donc, grosso modo, les mecs ont réussi à faire du service mail en entreprise un produit qui impose l'espionnage par les Five Eyes. Ils ont réussi. C'est effectivement le cas aujourd'hui et c'est incontournable. Et je suis très embêté avec ça parce que moi j'ai quelques boîtes dans mon portefeuille de clients qui sont contraintes à passer sur Office 365 parce que ça paraît plus simple et moins cher. Et puis ça règle plein de problèmes de délivrabilité pour pas être en spam dans les boîtes de leurs clients. Ça, c'est un vieux problème. Hein. Il y a des années, en fait, d'année en année, c'est toujours plus compliqué et complexe de gérer ta propre solution de mail ou ton service de mail. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au sujet initial de cette conversation, l'infrastructure est à plusieurs niveaux. On a des problèmes d'infrastructure physique. On a des problèmes d'infrastructure économique, donc sur la propriété et l'exploitation des infras, et on a des problématiques qui sont beaucoup plus logiques sur la production des services. Ce qui est tout à fait différent d'ailleurs en termes de nature. Qu'on ne perçoit pas forcément d'ailleurs en termes de différence, mais il y en a des sensibles. Mais qui revêtent finalement des caractéristiques similaires dès lors qu'on parle d'oligopole. Ah oui. Et qui devrait alerter autre chose qu'un régulateur sectoriel, mais plus généralement l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence ayant, en termes de télécom, systématiquement pris des décisions idiotes sur les 15 dernières années que je les suis. Donc, on est plutôt mal barré là-dessus. Je viens de voir là que c'est le Danemark, je crois, qui a justement qui est en train de s'attaquer un peu. Alors, je crois que c'est un service de search danois qui fait intervenir l'autorité de la concurrence danoise vis-à-vis de Google. Ça pourrait être un bon début. Bon, ça bouge et tu sais comment ça marche. Hein. Il suffit qu'il y ait le voisin qui a fait un truc et tu te dis finalement ils peuvent. T'as pas l'air de trop taper, je peux y aller. J'en reviens au fait que finalement tout ça c'est pas forcément de la malveillance. Les mecs sont pas forcément corrompus, sont pas forcément sur les starting blocks pour les revolving doors. Je pense qu'il y a surtout un problème de connaissance, de compréhension et de formation. Cécile, tu nous disais tout à l'heure, dans ton cursus, t'as même pas vu une fibre. Bon, comment est-ce que on fait en sorte pour que l'ensemble de la population et de préférence les décideurs commencent à se rendre compte des véritables enjeux et de ce que ça représente sur le plan physique?
Bah, faut en parler déjà. Puis, et en fait, la démarche, pour moi, elle va dans les deux sens. Il faut en parler au maximum, sans aller jusqu'à faire des plateaux télé, aller dans des journaux, mais il faut aller dans le sens vers les gens que tu veux éduquer. Mais même si tu vas faire des plateaux télé, tu vas faire du journal, tu vas faire des articles, si le gars il veut pas s'éduquer, il faut que lui aussi fasse la démarche de c'est mon taf, ça serait bien que je sache de quoi je parle. Et je pense que, il y en a qui essayent de le faire et c'est très bien, d'autres qui se disent ça m'intéresse pas, mais ça serait important de faire en sorte que avoir des gens qui s'y intéressent, des décideurs qui s'y intéressent, parce que c'est quand même au niveau de l'État ou au niveau des grandes entreprises, c'est quand même important par exemple, que le réseau soit bien fait, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est presque un bien commun. Donc c'est important d'avoir un régulateur qui est éduqué, qui connaît ces sujets, mais aussi avoir plus généralement un gouvernement sans devoir dire que tous les parlementaires, tous les élus doivent savoir comment fonctionne une antenne 4G avec quelle onde précise, mais au moins avoir des gens, des référents, on pourrait dire, qui connaissent un petit peu ces sujets et qui pourraient aider les grands, l'ARCEP ou whatever, à prendre des décisions. On pourrait aussi imaginer sortir du contexte politique, électoral, tout ça, et avoir simplement imaginé des gens de l'ARCEP ou des parlementaires qui vont vers les gens dont c'est le métier, des gens dont c'est de l'expertise, ils ont l'expertise réseau, infrastructure, qui ont l'expérience. Et je pense que si les deux mondes se parlaient, le monde industriel et le monde politique, finalement, sans aller dire... parce que oui, les politiques ils vont parler à Google et tout pour avoir des subventions, oui, c'est facile. Mais surtout aller voir le local, le plus petit, et de la plus petite échelle possible, par exemple de la mairie jusqu'à l'État, aller voir simplement comment ça se passe. Ouais, après des subventions, pas que, hein, parce que comme on disait tout à l'heure, des fois ils se préparent un peu le poste d'après. Hein. Oui, de toute façon, je sais pas si tu avais vu cette histoire, mais au niveau de l'éducation, il y avait Arles qui était un pionnier historique du logiciel libre dans l'éducation. Donc ils avaient fait vraiment une stack full libre. Et finalement, Microsoft, après des années à avoir forcé, ils ont réussi à glisser le bon de réduction pour que la ville de Arles passe en full Microsoft, Office 365. Et je trouvais ça vachement triste, parce que d'un côté, t'as des initiatives qui se font au niveau de l'État, je sais plus, c'est code.gouv, quelque chose comme ça, et Notamment. on commence à faire du libre au niveau de l'État, mais de l'autre côté, t'as Microsoft qui arrive avec ses bons de réduction au niveau local, qui va avoir la petite école du coin perdue au milieu de la campagne, qui va dire tiens, je te file un bon de réduction, cadeau pendant 2 ans, et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que, en même temps, il faut viser l'État en entier, la France en entier, et de l'autre côté, il faut cibler les petites mairies, les petites écoles qu'on pense pas forcément. Et, en fait, l'enjeu se fait de partout, pas que au niveau de l'État. Ouais, mais là-dessus, l'enjeu, il est autorité de la concurrence. Parce qu'en fait, si tu as un ensemble, tu as Microsoft, Google, qui en fait te gère tout, te gère tes mails, te gère tes solutions collaboratives, te gère ton hébergement, te gère tes applications, te gère tout. Le problème, c'est qu'effectivement, pour le faire venir sur ton autre domaine, tu vas lui dire hey, tu veux 20% sur ce truc-là? Allez, ouais, je sais, tu payes. Et là, je suis en train de discuter avec des gens d'une banque régionale dont je tairai le nom, mais c'est quasiment ce qu'ils sont en train de faire, en échange d'un petit pourcentage, un petit pouillème de réduc sur un autre produit, parce qu'ils l'utilisent comme jamais. Alors moi j'ai une autre anecdote pour le coup, une chaîne de grande distribution qui a arrêté de développer son propre cloud interne au moment où Google a offert X années de cloud gratos en échange du fichier historique des cartes de fidélité. Et ils l'ont fait. C'est ouf. Ah là, il faut des noms, ouais. Non, j'en donnerai pas, mais je dis juste ne prenez pas de carte de fidélité et ne payez pas par carte bleue dans vos hypermarchés. Ça, c'est en France? Oui. Ok. On était dans l'ère pré-GDPR? Même pas. Non. Si. On mettra dans la description. Il y a peut-être Non, je balance pas de nom, tous les mecs ont pas encore été virés. Non. Bon, on discute. Est-ce que y a un moment donné, on disait les réseaux, c'est la guerre. En fait, il y a peut-être un point. Bah, la guerre, elle est là. On est en plein dedans. C'est-à-dire que on a la guerre des opérateurs sur l'infrastructure et on a la guerre des fournisseurs de services sur des services qui sont de plus en plus englobants, accaparants et clivants, faute d'interopérabilité.
Et on est d'ailleurs sur la thèse que le fondateur de Wolfram Alpha, donc Stephen Wolfram, a présenté au Congrès américain sur le fait que don't try to break them up, open them up. Et donc, les géants du cloud, faut pas essayer de les casser parce que les lois antitrust américaines ne fonctionneraient pas là-dessus. Et de toute façon, les agences à 3 lettres ne laisseraient pas faire. Par contre, open them up, c'est-à-dire créer de l'interopérabilité pour créer de la mobilité possible et donc réétablir une certaine concurrentialité sur le marché, serait probablement plus efficace. Ouais, mais ça permet pas, tu vois, les effets pernicieux de viens, regarde, ouais, j'ai le protocole standard, mais en fait, je te fais un rabais sur ce produit-là que t'existes. Le mail, c'est du protocole standard. Hein. Prenons S3 et le mail, tu vas voir une boîte, tu dis si tu viens chez moi pour ton S3, regarde. Entre eux, c'est plus du standard. Alors, je suis d'accord que le proto standard sur Gmail, c'est pas IMAP. Hein. Ça se voit d'ailleurs. Mais tu vois l'idée. Enfin, c'est que en fait, le fait d'avoir entre guillemets, j'ai osé parler de vente liée, tu vois, entre les différents types d'activités, ça crée des situations commerciales. En fait, tu vas pas permettre un nouvel entrant d'arriver avec ça, même s'il rentre dans le protocole standard qui est compatible un tel ou un tel. Il n'a pas accès au marché. Pourquoi ? Parce que les gens vont arriver et vont dire bon, c'est quoi votre catalogue ? Ah, vous faites que ça ? Bah oui, mais l'autre il fait tout. Regarde, je fais chez l'autre. Ah ouais, mais j'en ai pas besoin. Mais si j'ai besoin, j'aurai. Et le marché aujourd'hui, c'est ça. C'est que les gens sont rentrés dans une logique de catalogue où quand ils parlent, je parle de ce que je connais, un acteur de cloud, ils disent bon je veux tout. Je veux les VM, le cloud, le network virtualisé. Je veux de l'IA. Ah, il me faut de l'IA. Je sais pas, si j'ai des moments, il me faut de l'IA. Il me faut le big data. Il me faut ma blockchain privée. C'est sûr. Parce que comme ça, j'ai ma blockchain, mais elle est privée. Ouais. Quelque part, elle n'a pas de sens du tout. Mais et donc, on en est là, tu vois. Et du coup, à la fin, t'as un gars qui va choisir son cloud avec le nombre de cases à cocher, et c'est le cloud bingo, tu vois. Et en fait, plus il en coche, et plus il choisit. Et on est dans cet état de marché-là. Grosso modo, Google et Amazon ont 200 cases à cocher. Clever en a 5, 10 180 à peu près. Ouais, bon. Mais grosso modo, le mec qui veut de l'IA, c'est bien qu'il n'a pas d'intelligence chez lui. Je sais pas, c'est quoi l'IA ? Parce que tu sais, les filtres, tu sais, on est en train de converger avec les modèles d'IA vers du Bayesian, tu vois, du Bayésien. Oui, du système expert. Je sais pas si tu te souviens, les filtres d'email il y a 20 ans, c'était déjà du Bayésien. Bah oui, et on les écrit en Civ, et ça marche très bien. C'est ça. C'est IA powered depuis 25 ans. Oui, mais ça s'appelle les systèmes experts, ça. Ça s'appelle pas l'IA. Donc le point, c'est quoi ? C'est que, oui, on a une guerre. L'ouverture, je crois pas qu'elle résolve quoi que ce soit. Moi, je pense que non. C'est histoire de mettre un coup de flotte sur l'incendie, tu vois. Et tu dis, regarde, j'ai mis un verre d'eau. Quoi. Je suis d'accord. L'ouverture, c'est ce qui permet la mobilité et donc limite le phénomène d'enfermement. Après, la servitude volontaire est quelque chose de réel, c'est documenté, ça a fait l'objet d'un bouquin. Tu connais ton Dostoïevski quand même ? Oui. Voilà. Et finalement, il y a pas mal d'entreprises qui, faute de moyens, faute de recul, faute de connaissances, vont se retrouver dans ces modèles. Celle-là, on peut pas faire grand-chose. La question, c'est à quel point la régulation va obliger certains secteurs, notamment d'entreprises stratégiques, à arrêter de se faire piquer les données en utilisant des fournisseurs pas fiables. Je te parle de quelques fournisseurs du complexe militaro-industriel auxquels j'ai assisté à l'aspiration de leurs mails entrants par des entités étrangères adverses à cause de leur opérateur télécom. Et ils étaient même pas encore dans le cloud à l'époque. Hein. Maintenant, ils y sont. Donc là, pour le coup, l'aspiration est garantie, mais pas par les mêmes. Pas de perte d'aspiration. On a c'est toujours historique, ça. T'as toujours un pays qui, absorbe une partie du trafic internet. Désolé. Ouais, non, quand c'est de l'attaque ciblée et que tu vois les mecs en train de manipuler tes routeurs, tu te dis que non, c'est...
Non, c'est assez facile à remonter en fait. Mais ça, c'était avant l'émergence de l'ANSSI. L'ANSSI qui, de toute façon, n'a pas les moyens de remplir sa mission aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que quand tu payes au tiers du prix du marché pour la compétence que tu recherches, de toute façon, c'est juste pas possible. Le réseau, c'est la guerre. On est sur un territoire, que ce soit au niveau infrastructure, au niveau infostructure, ou au niveau des applicatifs qui tournent sur ces infrastructures, on est dans une situation qu'on doit considérer comme systématiquement hostile par défaut. Et ça demande énormément d'ouverture d'esprit pour être capable d'anticiper tous les modèles de menaces qui peuvent concerner telle ou telle infrastructure ou telle entité. Et ce problème, en fait, et j'en reviens au problème de la formation, j'ai pas l'impression qu'on soit formé à le traiter. Non, pas du tout. Déjà, juste informer, ça serait bien. Former. Ouais, former, je pense que... Informer, je pense que c'est déjà... Pour former, est-ce que ça ne demande pas une formation spécifique? Parce que, comme dit Cécile, informer te met quand même la petite graine, et bon, ça te permet de l'arroser un peu et de faire ton chemin et de comprendre un peu ça. Aujourd'hui, il faut aussi admettre qu'on a des écoles qui ont tendance à être un peu génériques, ce qui est normal, puisque dans les métiers, tu vas te spécialiser, mais a priori, tu ne vas pas faire 50 formations réseau différentes en fonction des métiers des gens. Ce qui fait que la formation n'est pas là pour faire de toi un expert, de toute façon. Elle est plus là pour te faire découvrir des choses. Fais ton chemin là-dedans, tu vois. C'était un peu... tu te souviens la table ronde qu'il y avait eu avec Michel Tabouret à Fernog, qui était responsable de formation télécom et réseau. Il y avait une vraie opposition avec Raphaël Monnier qui était les mecs sortent de l'école, les gens sortent de l'école, c'est des bébés. Et ouais, mais non, enfin, ton rôle d'entreprise, c'est aussi de les former. C'est, dans l'existence, c'est comme si tu dis, bah tiens, j'ai fait du développement. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est le chemin d'une vie, en fait, le développement. Donc, tu vas pas sortir de l'école en ayant, tu vois, la connaissance dans tous les langages, tous les frameworks, tout. Non, donc, le réseau, c'est pareil, les telcos, c'est pareil. Et donc, tu es forcément généraliste dans ton apprentissage. À nous de prendre le relais en termes de structure professionnelle pour aller accompagner après et dessiner tu vois, des chemins de carrière ou des choses comme ça. Mais tu peux pas t'attendre à ce que les gens sortent de l'école et sachent tout. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de ça? C'est que, puisque c'est une découverte, comme on se disait, c'est que c'est plus informatif pour que tu en aies conscience que d'être formé à ça. Parce qu'en fait, tu dois déjà apprendre ton métier. Donc, quelque part, pour moi, il y a une certaine seniorité derrière qui est de pouvoir savoir quels sont les enjeux et quel est le calcul qui doit en être fait. Parce que, comme tu disais, les infrastructures, c'est la guerre. L'exemple de l'Ukraine, on va peut-être l'évoquer rapidement, mais ça veut dire que quoi? Quand tu n'as pas de maillage de route, quand tu n'as pas de maillage de réseau, quand tu n'as pas de maillage de logistique, t'es sujet à attaque, t'es fragile. Il y a un truc qu'il faut dire aussi sur l'aspect formation. Si tu me permets, je vais réagir sur 2 points. Très rapide. Attends, on va peut-être laisser François... Ouais, sur l'aspect formation, moi je me suis rendu compte d'un truc assez intéressant. C'est qu'en effet, de base, je n'entends pas François. Non plus. Ah, moi je l'entends. Oui, moi je vous entends aussi. Si. Mais c'est vrai que t'es marqué offline. C'est pas mal, hein. Non mais c'est, tu vois, les infrastructures, c'est effectivement, je confirme, c'est la guerre. Plus la guerre dans certains endroits que dans d'autres. Non, ce que je voulais dire moi pour l'aspect formation, c'est que effectivement nos formations scolaires, notre éducation, notre instruction scolaire a fait pas nous des experts, moi, je me suis aperçu de choses en échangeant dans des communautés de crowdsourcing sur OpenStreetMap et ailleurs. En fait, on vient tous avec nos problématiques respectives, nos centres d'intérêt, et on échange là-dessus. Donc, c'est comme ça aussi, en échangeant informellement au sein de ces communautés, qu'on arrive à s'instruire sur plein de sujets techniques. Enfin, moi, j'y contribue sur les infrastructures d'énergie, de télécommunications. Et il y a plein de gens qui ne sont pas du tout du domaine, qui se trouvent pas une passion, mais un intérêt en fait à agir, et se trouvent un rôle
au sein de la description de ces installations, et ça permet de développer un certain éveil, voilà, une certaine prise de conscience sur la sensibilité de ces installations-là. Et donc, il y a l'instruction à l'école, il y a la formation à l'entreprise, et puis il y a aussi le rôle presque citoyen qu'on peut trouver dans certaines formations, quoi, dans certaines communautés. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour compléter tous ces différents maillons, hein, parce que la formation, oui, c'est effectivement tout au cours de la vie maintenant. Je redonne juste deux pour faire le lien parce que on a un petit problème de broadcast. Mais du coup, François parlait du rôle citoyen des gens et qu'il y a des formations qui amènent aussi à ça, à se prendre un peu en main pour contribuer au modèle et quelque part construire notre bien commun à tous, quoi. Jérôme, tu voulais prendre la suite? Ouais, alors ça change un petit peu la donne, mais bon, vis-à-vis de l'Ukraine, pour fermer cette parenthèse, parce que effectivement le réseau c'est la guerre et le réseau est important en temps de guerre. Il se trouve que pour le coup l'armée russe a pris le contrôle de la plupart des réseaux ukrainiens pour obliger le transit par des réseaux russes de façon à pouvoir intercepter le maximum de données possible. Alors ce qu'on peut dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que ça, c'est intervenu des mois avant l'invasion. Ça a commencé en octobre 2021, notamment par des offres de dumping de connectivité, mais bien avant la déclaration de l'hostilité. Et pour le coup, ils ont fini de torcher le truc derrière parce que les câbles étaient là, et donc pour le coup, tout le monde est passé par là. En fait, ce qui est marrant, c'est que ces cons-là, ils passent quasiment tous par le même câble. Et donc ça va faire comme l'Arménie, où il suffit d'une mamie qui essaye de voler du cuivre dans les câbles pour couper tout le pays. Bon, sauf que l'Ukraine, mine de rien, ça a été très marrant, parce que ça a été le premier déploiement de Starlink massif, stratégique. Et donc, en fait, ils ont de la connectivité satellite pour les activités de défense et d'urgence. Ce qui est encore une fois une preuve du maillage. Là, Starlink te bypasse complètement les infras locales par un maillage, on va dire, un peu vertical et qui te permet d'étendre le réseau. Ouais. Totalement. Et donc, pour le coup, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils pourront pas shooter toutes les antennes Starlink. Alors, par contre, leur spectre radio est identifiable relativement facilement à partir de drones ou de satellites. Et donc, ils peuvent les localiser et ils peuvent les considérer comme des cibles militaires. Et donc, il suffit d'avoir une Starlink sur le toit pour se prendre un... c'est quoi? C'est SX-22 là qu'ils ont balancé sur son centre commercial. Bon, bah voilà. Le fait d'utiliser Starlink en Ukraine aujourd'hui t'expose à recevoir un missile sur ton toit. Oui, après, bon, tu peux très bien renvoyer le signal à l'horizontale à quelques dizaines de kilomètres en Wi-Fi ou ce genre de choses. Ah oui, il y a ces solutions-là, mais alors ça, c'est plutôt ce qu'on avait fait en 2011 pendant les printemps arabes, où effectivement on faisait des ponts transfrontaliers en Wi-Fi sur 120 km. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux t'éloigner de l'antenne. C'est-à-dire que si l'antenne est visée, oui, en fait, il n'y avait personne là où elle est, quoi. Ouais. Mais on pouvait pas embarquer nos satellites en Libye. Donc on se posait en Tunisie et puis on montait un pylône artisanal pour pouvoir balancer le signal en faisceau hertzien sur des bandes Wi-Fi qui pouvaient pas être contrôlées. Elles pouvaient être brouillées, mais elles pouvaient pas être contrôlées. Et c'est comme ça qu'on a réussi à maintenir de la connectivité sur l'ouest de la Libye pendant 3-4 mois. Et ça, c'est Télécom sans frontières essentiellement. Hein. C'est pas que des initiatives privées comme je l'ai fait. Ouais. Mais du coup, je pense que ça illustre bien en fait cet aspect. Résilience important résilience, infrastructure, etc. Et... Oui, mais ça, c'est à partir du moment où tu es dans un ensemble communautaire. La communauté va se décarcasser pour sauver un de ses membres. Dans une relation commerciale, c'est moins clair. Ouais, tout à fait. Et dans une relation commerciale, à partir du moment où il y a échange de devises, il y a beaucoup plus de régulation.
Mais alors, est-ce que ça pose pas la question du modèle traditionnel, tu vois, de t'es une entreprise, tu reposes sur d'autres entreprises. Est-ce qu'à un moment donné, une entreprise ne pourrait pas reposer sur une communauté pour l'aider, pour porter une partie de sa qualité de service, tout ça? Alors, c'est ce qu'on fait d'une certaine façon avec les points d'échange. Les points d'échange sur Internet sont quand même majoritairement des communautés. Tu parles des GIX? Oui. Ouais. Et qui échangent du trafic en fournissant juste le service de connectivité au port et qui ne s'intéressent pas au trafic qui y passe réellement. Donc ils couvrent leurs coûts et ça suffit. Donc ce sont juste des points de mutualisation. Mhm. Il se trouve que je tiens un point de mutualisation en ce moment sur Paris et pour le coup on essaye d'arranger les membres entre eux, donc qui sont clients pour de l'hébergement ou qui viennent tirer leur cross-connect dedans et on se débrouille pour les connecter au mieux et ça se passe bien. Il n'y a pas d'intérêt commercial sur leur trafic, il y a juste combien ça coûte de créer le lien. C'est un peu plus compliqué quand tu commences à raisonner à l'international parce que tu as les consortiums de câbles sous-marins notamment qui sont relativement fermés et aux pratiques commerciales relativement délétères. Sachant que de toute façon, tu as un point d'écoute sur les landing points aux deux extrémités. Ouais, mais attends, c'est même pas que sur ce plan-là. Tu te souviens, Free YouTube, chacun paye son port en connectivité. Mais Free refusait de transporter le trafic YouTube en lui demandant de payer plus. Et en fait, quelque part, tu remets un peu en question. Ils remettaient en question ce modèle-là, sachant qu'au final, ils subissaient leur modèle forfaitaire. Cet épisode-là, c'était juste une bêtise passagère. Oui, on peut dire. Non, mais sérieusement. Merci Rani, c'était chiant quoi. Mais... Voilà, mais maintenant que Rani il joue à la baballe et il joue plus au réseau. Non, apparemment il joue plus à la baballe. Français se porte beaucoup mieux. Est-ce que c'est le moment où on envoie le bruit de shot que Rani a été vu en visite chez OVH? Y aurait-il un rapprochement? Nous ne savons pas. Mais moi aussi j'ai fait du tourisme. Mais non, en fait, le problème c'est que Free a des marges tellement faibles sur ses tarifs de connectivité que ils ont essayé de récupérer des bouts de chandelle par-ci par-là, et ça s'est vu. Orange a essayé de faire la même, et ça s'est traité devant la DLC, ils ont menti, et ça s'est finalement bien passé pour eux. Mais écoute, je dirais que c'est encore un problème de formation et d'acculturation. J'ai l'impression que la grosse conclusion de cet épisode spécial réseau, c'est que il y a trop peu besoin de gens d'informer, il y a besoin de communiquer, de vulgariser, et il y a besoin de former. Et surtout écouter les gens dont c'est le métier et prendre leur expérience pour faire quelque chose de meilleur. Simplement. Ou essayer de faire quelque chose de meilleur. Déjà essayer, c'est bien. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Déjà, oui. On évoque certaines problématiques, certains sujets de manière un peu détendue. N'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous en avez des plus ciblées. Soit on y répondra, soit on fera d'autres épisodes pour répondre à certaines problématiques si jamais il y a de la matière. Mais c'est pas évident. Enfin, je trouve que la formation sur un sujet aussi expert. Et alors, pour le coup, il faut aussi admettre un truc, que c'est que le réseau, au global, mais le réseau, c'est toujours le parent pauvre dans l'IT. C'est toujours le truc qui fait peur. Autant il y a des développeurs qui font des trucs incroyables et tu vois, où il y a des gens qui créent des apps, qui ont du service, qui créent des services. Tu arrives dans le réseau, là les gens ils ont débranché, ils disent oh là, j'ai fait tu vois, il y a des œillères et il a fait moi j'allais là-bas, le réseau c'était sur le côté, j'ai pas regardé, tu vois, et ça avait l'air compliqué, ça avait l'air et ça
À chaque Surtout fois, que c'est pareil. le réseau, c'est un petit peu caché quand même. Tout le monde voit l'application que tu vas utiliser sur ton ordi. Tout le monde va voir les énormes data centers avec plein de serveurs, mais les gens, ils oublient derrière que derrière, il y a de la fibre, il y a des routeurs, faut les entretenir. Et il y a C'est du un métier de faire routage. du réseau. Oui, mais Ouais, c'est ça, Ouais, c'est il y un a métier des de faire du réseaux réseau, L2, mais qui est... L3, enfin, oui, bien sûr. Mais c'est un peu comme si tu vois, tout le monde a le permis. oui, mais T'as des gens qui pilotent bien, et après il y a le réglage des injecteurs. Tu vois. Et là, oh, pff, tout et à en l'heure, fait, on parlait de la concurrence. Mec, On t'as parlait installé de des attends, mux attends, cet attends, après-midi. attends, il y a François qui parle. Ah oui, pardon, parce que c'est vrai que Ah oui, tu mais je m'entends l'entends pas, pas. Jérôme. Bah ouais, c'est marrant. Je te redirai go, C'est Jérôme. n'importe quoi. Vas-y, François. Tout à l'heure, on parlait de la formation et du bon sens. On parlait aussi de la concurrence. C'est étonnant à quel point on ne s'inspire pas en fait des démarches dans les autres filières. La situation de concurrence par les infrastructures côté télécom est tout à fait singulière en France. Il n'y a pas d'autre domaine dans lequel on pourrait le faire avec autant de force. Puisque, par exemple, le ferroviaire, ça viendra à l'idée de personne de dire on va faire de la concurrence dans le ferroviaire, du coup chacun va construire sa voie ferrée. C'est pas possible. Le transport routier, c'est pareil, on va pas dire à tous les transporteurs routiers de construire leur route, etc. Il y a que dans les télécoms où on trouve entendable de se dire bah tiens, ouais, super, on va dire à tout le monde de déployer chacun son réseau et ce sera très bien comme ça. Et alors que dans l'énergie, c'est évidemment différent, on va pas construire chacun nos lignes électriques, etc. Et dans les télécoms, voilà, bah, on n'a pas trop regardé. Enfin, j'espère que si on a regardé, mais on n'a pas voulu conserver le même modèle et on a fait ça. Ce qui donne à la fin tous les problèmes qu'on connaît dans le déploiement de la fibre, dans la maintenance et la pérennisation de ces nouvelles infrastructures. Tout simplement parce qu'on a choisi un chemin différent en pensant que là ça marcherait, alors que bah non, ça reste des câbles et du matériel à installer. Il n'y a pas de raison que ce soit mieux dans les télécoms que ça ne l'est pas sur d'autres infrastructures. Donc le bon sens est regarder quand même comment se déroule la concurrence et se tient le marché sur d'autres activités de services et d'utilité. Je pense que ça peut être pas mal aussi, de mon point de vue. Donc je résume très rapidement, mais l'idée de François, c'est de dire que en fait, les télécoms, c'est le seul domaine dans lequel on a tendance à vouloir recréer notre réseau, etc. Et ça ne viendrait à l'idée de personne de se dire j'ai envie de faire du train, bah, je vais créer mes propres voies. Ou pareil pour l'énergie, etc. Donc il y a une logique de mutualisation, qui quelque part appelle au bon sens, quoi. En fait, créons un bien commun qui est le réseau ou l'infrastructure et on crée le service par-dessus. Ou en tout cas on mutualise intelligemment. Mais quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, avec des oligopoles qui arrivent à tenir le truc, tu peux encore être intelligent ? Moi, je pense qu'il faut une décision un peu politique au-dessus, et avec quelqu'un qui dit maintenant, ça, c'est le bien commun. On fait peut-être une structure où vous êtes tous les quatre, mais c'est cette structure-là qui porte le projet, qui a la connaissance, qui a tout ça. Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Le fait est que sur le réseau d'accès fixe, un seul réseau de fibre suffirait. Sur le réseau d'accès mobile, c'est moins clair parce que la radio, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et avoir deux réseaux au niveau du territoire national serait préférable à n'en avoir qu'un seul. Néanmoins, la décision appartient au régulateur. Le régulateur, donc l'ARCEP, a beaucoup de pain sur la planche sur plein de sujets. Aujourd'hui, ils sont pas totalement opérationnels pour plein de raisons, parce que c'était pas organisé pour ce niveau d'hostilité entre les différents acteurs. C'était pas organisé pour gérer un oligopole. Quand l'ARCEP a été créé en 97, donc la RT à l'époque, on avait plus d'une quarantaine d'acteurs qui étaient vraiment disponibles au niveau national. Et maintenant, on en a plus que 4. C'est-à-dire qu'ils ont jamais été dimensionnés pour l'état du marché actuel. Et actuellement, quarantaine d'acteurs sur le réseau POTS, enfin sur le réseau non, sur cuivre le historique. non, sur le DSL avec les débuts de la collecte. Oui, en collecte, ouais. Mais ils n'avaient pas encore leur réseau avec leur NRA. C'était pas le déploiement d'aujourd'hui. En fait, quelque part, il y a eu une consolidation aussi qui a amené aux 4 acteurs actuels. Tout à fait. Et le mec qui a été chargé d'ouvrir le marché à l'ARCEP, une fois s'est assis avec
quelques membres, donc opérateurs, dans son bureau et a dit en introduction: ah, c'est cool, maintenant on peut faire les réunions dans notre bureau. Avant on était 40, il fallait réserver une salle, un amphithéâtre et c'est cool. Maintenant on n'est plus que 5 et on peut causer entre gens sérieux. Enfin non, ils étaient 8 à l'époque. Le boulot de ce mec, c'était d'ouvrir le marché et il était content d'être passé de 40 à 8 opérateurs. Non. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai vécu directement, hein. C'est quelque chose qui m'a été rapporté par quelqu'un de confiance. Mais ça en dit long sur finalement la façon dont l'autorité de régulation des télécoms, donc l'ART à l'époque, n'a jamais eu les moyens, des ambitions de faire des réseaux un bien commun, tout simplement parce qu'à l'époque, on n'envisageait pas les réseaux comme un bien commun. Les ingénieurs de Transpac le considéraient comme un service commercial payé à la minute et pas comme étant un lien ombilical entre tous les individus de la nation. Ce sera la conclusion. Ouais, très belle conclusion. On n'a pas eu les bonnes personnes, ça manque de formation, mais il y a de l'énergie à plein d'endroits. Il y a des gens de qualité à l'ARCEP aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on les aide aussi. Peut-être qu'on relaye un peu leurs messages, etc. Enfin, je pense qu'on est également ouvert à une discussion avec eux et voir où ça nous mène. Mais voyons comment on peut les aider. Bah, tu sais quoi, on va inviter Laure au prochain Massy. Allez, chiche. Pas de souci. Merci à tous d'avoir été là. Bah, merci à toi. Toutes et à tous, puisque maintenant, si on dit pas toutes, on s'en fiche, alors qu'en fait... Ça aurait été mieux avec un peu de fibre, hein, pour ma part. Je pense que là, j'ai même mis en pratique le propos de ce soir. Donc, bon, après, on aurait eu bien merci d'autres François, sujets en fait, à ils aborder. t'entendent pas. C'est bon, pardon, Jérôme, vas-y. On aurait eu bien d'autres sujets à aborder. Mais Non, mais on prépare une suite sur la fin d'Ethernet. Mais, voilà, sur la sera fin dans la d'Ethernet. prochaine. Sonnet for the win. On se revoit bientôt sur le sujet. Et pour se quitter, je vais lancer le D-Clever. Ah. Et c'est Cécile. Oui. Comme par hasard. Est-ce que tu as un titre à nous faire découvrir, Cécile? Musique. Je cherche ça. Non, mais là, de tête, on fera le montage, tout ira bien. Tu parles, ça va faire Highway to Hell et puis basta. Ouais. Bah, Fear of the Dark Iron Maiden, hein, je lui suis allé dimanche. Ah, Fear of the Dark, ok. Ah, c'était bien? Ouais, c'était bien, c'était cool. Bon, et ben on va se quitter là-dessus. Merci à tous. Merci. merci, bonne soirée à ceux qui m'entendent, hein, en tout cas.